Je suis arrivé à Springfield après un long trajet, ma vieille Chevrolet ronronnant sur chaque bosse de l'autoroute. Les kilomètres entre Chicago et cette petite ville de l'Ohio s'étendaient à perte de vue, chacun me rappelant à quel point mon dos n'était plus fait pour les voyages. Pourtant, une certaine impatience me rongeait. Mon fils, Tyler, m'avait appelé la semaine dernière pour me demander si je voulais passer quelques jours avec lui et sa femme. Il avait l'air décontracté, mais tout homme ayant vécu aussi longtemps que moi sait quand quelque chose ronge sa famille. Le coffre claqua avec un bruit métallique rouillé et j'attrapai mon vieux sac de voyage en cuir, grimaçant à cause d'une douleur à l'épaule. Avant même d'avoir fait 2 pas vers le porche, Tyler déboula par la porte d'entrée, un sourire si étiré qu'on aurait pu y faire rebondir une pièce de 25 cents. Il me serra dans ses bras, mais ses mains étaient moites et son regard rivait sans cesse sur la rue, comme s'il s'attendait à un défilé de mauvaises nouvelles. « Dis donc, papa, laisse-moi prendre ça, dit-il en attrapant mon sac. Mais comme je ne le lâchai pas tout de suite, sa prise vacilla. Quelque chose clochait depuis des mois, peut-être des années. Je le regardai, vraiment. À 36 ans, il avait toujours cette énergie insatiable de petit garçon, mais il y avait maintenant quelque chose de plus lourd dans ses mouvements. Nous sommes montés ensemble à la maison et Jenna, la femme de Tyler, nous a accueillis à la porte. Jenna a toujours été une lueur d'espoir, ses cheveux roux flamboyants et son rire envoûtant. « Monsieur Miller, vous devez mourir de faim, a-t-elle dit en m'invitant à entrer. L'odeur des itis cuits au four me gargouillait l'estomac. Si elle avait remarqué la nervosité de Tyler, elle l'avait bien dissimulée. Tyler est resté près de moi tandis que nous nous dirigions vers la chambre d'amis. « Papa, après le dîner, il faut qu'on parle de quelque chose d'important, a-t-il murmuré d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. J'ai hoché la tête, ne voulant pas insister. Mes années dans l'armée et ma vie à gérer ma propre quincaillerie m'avaient appris à attendre que les réponses viennent à leur rythme. La chambre d'amis était plus petite que dans mes souvenirs, mais impeccable. J'ai défait mes chemises et les ai alignées dans le petit placard tandis que, par ma fenêtre, le crépuscule s'installait sur la banlieue tranquille. La voix de Tyler s'éleva du jardin, parlant au téléphone. Je le voyais à travers la vitre, arpentant l'herbe, sa main libre nouée dans ses cheveux, l'autre remuant les cendres d'une cigarette. C'était nouveau. Tyler détestait fumer, il taquinait son père à cause de cette habitude à l'époque. Au dîner, la table était dressée pour 3 personnes, les bougies vacillaient, les assiettes débordaient des plats de Jenna. Nous avons discuté de tout et de rien, son travail au centre communautaire, la météo, le baseball des Cubs. Tyler a à peine touché à sa nourriture. À mi-chemin, il a posé sa fourchette et m'a regardé avec des yeux que j'ai reconnus dans mon propre reflet après les années les plus difficiles de ma vie. « Papa, dit-il d'une voix tendue, ce n'est pas facile à dire. J'ai des ennuis. De sérieux ennuis. » La fourchette de Jenna se figea à mi-chemin de sa bouche, ses joues se détendant. « Quel genre d'ennui ?» demandai-je, même si je pouvais deviner. J'avais vu assez d'hommes désespérés pour reconnaître ce regard. « Je dois beaucoup d'argent. » « Aux mauvaises personnes, dit-il, les mains tremblantes, fixant la nappe. Plus que je ne pourrai jamais rembourser. J'ai besoin d'aide, papa. De vraie aide. Les mots me frappèrent durement. Soudain, je n'avais plus faim. Je regardai Tyler, mon unique garçon, celui à qui j'avais appris à lancer des balles courbes, celui que j'avais déjà sorti de petits ennuis, mais jamais de ce genre. « Combien ?» demandai-je d'une voix ferme. « Plus d'1 million. Plus près de 2, si on compte les intérêts. » Tyler ne pouvait pas me regarder dans les yeux. Jenna porta la main à sa bouche, les larmes aux yeux. C'est là que j'ai compris que ce n'était pas seulement un problème financier. C'était une question de vie ou de mort. Il s'est mis à parler rapidement de dettes, d'erreurs, de comment il pensait pouvoir gérer la situation, puis de la façon dont la situation a dégénéré. J'ai essayé de l'écouter, mais je n'arrivais pas à me rappeler que tout ce que j'avais construit, chaque sacrifice, chaque heure supplémentaire, avait mené à ce moment précis, mon fils, attendant un miracle en moi.
J'ai pris une grande inspiration, refoulant la colère et la peur. Trouvons une solution, ai-je dit, même si je ne savais pas comment. Mais tu dois tout me dire, Tyler. Plus de secrets. C'était la première partie de l'histoire, le moment où tout a commencé à basculer. Si j'avais su alors ce que je sais aujourd'hui, jusqu'où le désespoir peut pousser un homme, je serais peut-être parti après le dîner et serais rentré directement à Chicago. Mais les pères n'ont pas ce luxe, et les grands-pères encore moins. Demain, je découvrirai la profondeur du trou. Mais ce soir, je ne pouvais qu'écouter mon fils exprimer sa peur et me demander combien de lui j'avais perdu sans m'en rendre compte. Le sommeil ne vint pas facilement cette nuit-là. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais Tyler, petit garçon, chassant les lucioles devant notre ancienne maison de geôlier, plein d'espoir et de projets. Maintenant, il arpentait le couloir, ses ombres glissant sous ma porte. En bas, j'entendais Jenna pleurer doucement dans la cuisine, sa chaise raclant le linoléum lorsqu'elle allait de fenêtre en fenêtre. Je fixai le plafond, comptant chaque craquement dans la maison. Être père, même âgé, a quelque chose qui vous pousse à vous culpabiliser lorsque vos enfants trébuchent. Avais-je trop travaillé? L'avais-je gâté? J'avais peut-être passé tellement de temps à essayer de combler le vide laissé par Martha que j'avais manqué les signes avant-coureurs. Vers 3 heures du matin, j'ai entendu la porte de derrière s'ouvrir. Je me suis levé, en prenant soin de ne réveiller personne, et je me suis glissé sur le porche. Tyler était assis sur les marches, le visage dans les mains, le souffle court dans l'air froid de l'Ohio. Il a levé les yeux en entendant la porte. « Tu n'as pas pu dormir » a-t-il demandé d'une voix rauque. « Non. Je peux m'asseoir » Je me suis affalé à côté de lui, les genoux craquant en signe de protestation. Pendant un moment, nous avons juste regardé la lumière du porche du voisin vaciller. Finalement, j'ai rompu le silence. « Dis-moi tout, Ti. »« Tout. N'oublie pas les moments difficiles. » Il m'a parlé de son emploi perdu l'année dernière, de sa start-up qui a fait faillite du jour au lendemain, des cartes de crédit, du prêt personnel contracté auprès d'un certain Denis Russo, qui dirigeait une entreprise de construction, mais qui, en réalité, ne faisait que transférer de l'argent pour des gens dont on ne voulait pas avoir de dettes. Les dettes ont explosé du jour au lendemain. Quand Tyler a réalisé à quel point il était impliqué, des hommes ont commencé à frapper à sa porte. Des menaces, puis des coups de fil tard le soir. La semaine dernière, quelqu'un a laissé une balle dans sa boîte aux lettres. J'écoutais, me sentant plus vieille à chaque mot. « Pourquoi ne m'as-tu pas appelé plus tôt » demandai-je, non pas en colère, juste fatigué. Les épaules de Tyler s'affaissèrent. Par fierté, je suppose. Je pensais pouvoir arranger ça. Je ne voulais pas que tu me voies échouer. Nous sommes restés assis en silence un moment. La rue était silencieuse, on n'entendait que le bruit d'un train au loin et les aboiements d'un chien errant. « Papa, dit Tyler, ils veulent l'argent pour vendredi. Si je ne peux pas payer, je ne sais pas ce qui va arriver à Jenna et moi. » La peur dans sa voix était pire que n'importe quelle menace. Je posai une main sur son épaule. « Je ferai ce que je peux. Mais je ne laisserai ni toi ni Jenna être blessés. » À l'intérieur, Jenna s'était endormie sur le canapé, une couverture serrée autour d'elle. Je l'en ai recouverte d'une autre, la calant sous son menton comme je le faisais pour Tyler quand il était petit. Je me suis arrêté, l'observant respirer, puis je suis retourné dans la chambre d'amis pour passer quelques coups de fil. Il y avait quelques vieux amis de l'armée qui connaissaient du monde, et j'avais gardé le contact avec un détective, Charlie Woods, qui avait déménagé à Dayton. J'ai griffonné tout ce que j'avais appris, nom, heure, chiffres. Le soleil se levait quand je me suis réfugié sous les couvertures, le cœur battant à tout rompre à chaque nouveau projet et chaque hypothèse qui me traversait l'esprit. Tyler était parti quand je me suis réveillé, un mot sur la table de la cuisine, j'ai dû rencontrer le gars de Russo. De retour pour le déjeuner. Je me suis servi une tasse de café, noir comme du goudron, et j'ai regardé Jenna préparer le petit déjeuner. Ses yeux étaient gonflés, mais elle a esquissé un sourire forcé.
Vous ne devriez pas avoir à gérer ça, Monsieur Miller, a-t-elle dit doucement. J'ai secoué la tête. Papa un jour, papa toujours. On grandit et les problèmes s'aggravent. La journée passa lentement. Tyler revint avant midi, pâle et secoué. Ils m'ont donné 48 heures, dit-il doucement. Ils ont dit que si je n'en avais pas au moins la moitié, ils reviendraient. Pour moi, ou pour Jenna? Sa voix se brisa. J'ai fait ce que tout père aurait fait. J'ai appelé ma banque, puis mon ancien associé à Chicago, dans l'espoir de réunir les fonds nécessaires. Je me suis dit que je pouvais hypothéquer la maison et vendre le reste de mon stock. La retraite pouvait attendre. Mais au fond de moi, quelque chose clochait. Pourquoi cette précipitation? Pourquoi ces menaces maintenant, après tant de mois? Ce soir-là, après que Jenna soit allée se coucher, j'ai proposé à Tyler de faire un tour en voiture avec moi. On a fini dans un petit bar en bordure de la ville, le genre d'endroit où personne ne pose de questions et où le jukebox ne passe que du vieux rock et de la country. Le barman était un type grisonnant nommé Hank, avec une cicatrice au-dessus d'un sourcil et des avant-bras aussi longs que des troncs d'arbres. Il nous servit 2 bières et dit « Ça fait un bail, Miller. » Les nouveaux venus, c'est la galère en ce moment. Tyler essaya de sourire, mais Hank se contenta de me regarder. « Fais gaffe, vieux, dit-il. T'as des serpents dans ton jardin. » Il a glissé une serviette sur le comptoir avec un numéro écrit dessus. « Si tu as besoin d'aide, appelle ce type. Il sait comment régler les problèmes. » Tyler m'a attrapé le bras, les jointures blanches. « Papa, on y va. » Tout de suite. Mais l'avertissement de Hank résonnait à mes oreilles tandis que nous entrions dans la nuit. Quelque chose se préparait, et je pressentais que le pire était encore à venir. Quand nous sommes sortis dans la nuit fraîche de l'Ohio, Tyler ne m'a pas lâché le bras avant d'arriver à la voiture. J'ai démarré, les phares perçant le brouillard naissant. Tyler regardait par la fenêtre, le visage à moitié éclairé par les lampadaires. « Qu'est-ce que ce barman a voulu dire ?» a-t-il finalement demandé. « Des serpents dans votre jardin ?» Je n'ai pas répondu tout de suite. Je pensais au regard de Hank comment un homme qui a vu des problèmes c'est quand il se prépare près de chez lui. J'avais toujours fait confiance à des hommes comme lui, des hommes qui parlaient peu et surveillaient tout. Il voulait me causer des ennuis, ai-je dit d'une voix ferme. Peut-être plus près qu'on ne veut l'admettre. À la maison, Jenna attendait dans le salon, un livre ouvert sur les genoux, les yeux rivés sur l'horloge. Elle nous observait, cherchant espoir sur le visage de Tyler, mais n'en trouvant aucun. « Tout va bien ?» demanda-t-elle. J'essayai de la rassurer, mais même mes mots sonnaient creux. « On y travaille, ma puce. » Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Les chiffres ne collaient pas dans ma tête, les dettes, les économies, ce que je pouvais vendre rapidement. Même si j'encaissais tout, nous serions toujours à court d'argent. Et quelque chose me taraudait, pourquoi Tyler était-il si certain qu'il n'y avait pas d'autre issue que l'argent? Ne lui avais-je pas appris que parfois, les pires situations exigeaient plus que de l'argent? Peut-être que la solution était plus profonde que je ne le pensais. Juste avant l'aube, mon téléphone a vibré. C'était Charlie Woods, l'inspecteur de Dayton. « Miller, j'ai entendu dire par un vieil ami que tu étais peut-être dans une situation délicate, a-t-il dit d'une voix bourrue mais aimable. Tu veux que je fasse une enquête sur ce Russo? » J'ai débité ce que je savais, Denny Russo, un entrepreneur de construction douteux, soupçonné d'avoir des liens avec la mafia de Détroit. Charlie a sifflé. « Tu ne veux pas devoir un sou à ce genre d'homme, a-t-il dit. Reste vigilante. Et surveille ton fils. Surveille ton fils. » Ces mots me blessèrent. Tyler avait toujours été un bon garçon agité, parfois téméraire, mais jamais malhonnête. Mais la façon dont il m'avait regardé la nuit dernière, désespérée et secrète, me fit me demander ce qu'il cachait. Le petit déjeuner fut calme. Jenna déplaçait la nourriture dans son assiette, Tyler toucha à peine à ses tartines. J'essayai de bavarder, demander des nouvelles de leurs voisins,
mais la conversation tourna court. Jenna finit par poser sa fourchette et nous regarda tous les deux. « Vous savez, ma cousine habite dans l'Oregon, dit-elle doucement. Elle nous a proposé de rester si les choses tournent mal. » J'ai secoué la tête. « Fuir ne résoudra pas ça, Jen. Ces gens n'oublient pas. Si tu disparais, ils ne feraient que creuser davantage. Nous devons tenir bon, ensemble. » Le lendemain, j'ai passé des heures à la banque. Le directeur, un vieil ami nommé Walter, m'a aidé du mieux qu'il pouvait, mais il avait les mains liées. « Je ne peux pas faire grand-chose à court terme, s'est-il excusé. Ces choses-là prennent du temps. » Le temps était la seule chose qui nous manquait. Tyler m'a appelé pendant que j'étais dans la file d'attente à la poste. « Papa, ils veulent qu'on se voie ce soir. Ils ont dit qu'ils m'expliqueraient mes options en personne. » J'ai peur. Sa voix tremblait. « J'ai besoin de toi. » Je me suis rendu à l'adresse qu'il m'avait indiquée, un restaurant délabré au bord d'un centre commercial à moitié vide. À l'intérieur, les banquettes étaient en vinyle craquelé et les néons clignotaient au-dessus de ma tête. 3 hommes étaient assis au fond, tous grands, tous silencieux à mon approche. Tyler était assis entre eux, les yeux écarquillés. L'homme au milieu s'est levé et a tendu la main. « Je m'appelle Cor Benson, a-t-il dit, mais je savais que ce n'était pas son vrai nom. Sa poignée de main était froide et rapide. « Votre garçon est dépassé. Nous sommes là pour l'aider à comprendre les enjeux. » Il nous fit signe de nous asseoir. Ses amis nous encadraient de chaque côté, nous empêchant de filer inaperçus. Carl se pencha, le souffle court à cause du café. « On a donné à votre fils une chance d'investir dans quelque chose de concret, dit-il. Il a fait des erreurs. Maintenant, il nous doit de l'argent. Mais nous sommes des hommes raisonnables. On vous donne 2 jours pour nous récupérer notre argent, ou on commence à prendre des garanties. » J'ai essayé de rester calme. « Quel genre de garantie? » Le sourire de Carl était tout en dents. « Tout ce qui l'intéresse. Voiture, maison, femme. Même la famille. » À côté de moi, Tyler se recroquevilla sur son siège. « Je vais le chercher, dit-il rapidement. Je vais le chercher, promis. » Carl se leva et laissa tomber une carte de visite sur la table. « Appelle ce numéro quand tu auras l'argent. Ne sois pas en retard. » Puis, lui et ses hommes sortirent de la cabine, ne laissant derrière eux que l'odeur de sueur et d'après-rasage bon marché. Je les ai regardés partir, mon cœur battant la chamade. Je me suis tourné vers Tyler. « Écoute-moi, fiston. Plus de secrets. Si tu as fait pire, si tu es plus impliqué que tu ne l'as dit, je dois le savoir maintenant. » Il m'a regardé avec des yeux vitreux. « Je te jure, papa. Je voulais juste nous aider. Je pensais pouvoir leur donner l'argent, les rembourser, et tu n'aurais jamais à le savoir. » Nous sommes restés assis à cette banquette jusqu'à ce que la serveuse vienne débarrasser nos assiettes intactes. J'ai alors réglé l'addition, laissé un pourboire plus important que ce que je pouvais me permettre, et j'ai conduit Tyler sur le parking. Le monde semblait différent. Plus petit et plus sombre. Sur le chemin du retour, Tyler n'a pas dit un mot. À un feu rouge, je l'ai surpris à me regarder avec une expression indéchiffrable, la peur, le regret, peut-être même le soulagement. Je me suis demandé s'il réalisait, comme moi, qu'en avouant la vérité, il venait peut-être de sauver sa vie. Mais il y avait encore quelque chose d'anormal dans sa façon de bouger, dans la façon dont ses mains tremblaient sans cesse. J'avais le terrible pressentiment qu'il nous manquait une pièce du puzzle et que le temps était compté. De retour à la maison, l'air était lourd de tension. Jenna s'efforçait de s'occuper, pliant le linge et réchauffant le café que personne ne buvait. Tyler alla directement dans la chambre d'amis, ferma la porte et me laissa seul avec mes pensées. Je me retrouvai à contempler le jardin par la fenêtre de la cuisine. Des pissenlits perçaient l'herbe, le vent faisait vibrer la balançoire vide. Dans une autre vie, la matinée aurait pu être paisible. Maintenant, chaque minute me semblait empruntée.
J'ai rappelé Choiry Woods pour lui expliquer ce qui s'était passé au restaurant. On dirait que ton gars est à cran, a dit Choiry. Carl Benson, si c'est bien lui, c'est une mauvaise nouvelle. Il a des liens avec l'équipe d'O'Malley de Détroit. Ils ne font pas de menaces en l'air. S'ils t'ont donné 2 jours, tu en as probablement moins. Sais-tu comment ils ont retrouvé Tyree? J'ai secoué la tête, puis j'ai réalisé qu'il ne voyait rien. Non? Il dit que tout a commencé avec un collègue. Une opportunité trop belle pour la laisser passer. Maintenant, il ne sait plus à qui appartient la dette. Choiry jura doucement. Je vais passer quelques coups de fil, voir ce que je peux trouver. En attendant, ne baisse pas la garde. Ces types passent parfois outre les menaces et passent directement à l'action. J'ai raccroché, me sentant plus vieux que mon âge. Malgré tous mes discours sur ma position, je n'avais jamais rien vécu de tel. J'ai passé la journée à essayer de réunir suffisamment d'argent. J'ai encaissé une vieille police d'assurance, demandé des faveurs à quelques amis de l'époque où j'étais vendeur et mis ma voiture en vente en ligne. Mais malgré tout, nous avions à peine réussi à réunir le tiers de ce qu'il voulait. Jenna m'observait depuis l'embrasure de la porte tandis que je parcourais de vieux papiers. « Pourquoi fais-tu ça pour nous » demanda-t-elle doucement. « Tu ne nous dois ni ton avenir ni tes économies. » Je l'ai regardé et j'ai vu la peur et l'espoir se disputer dans ses yeux. « C'est ce que fait la famille » ai-je dit simplement. On prend soin des siens, même quand ça fait mal. Tyler réapparut le soir, les cheveux en bataille, le visage pâle. « Des nouvelles » demanda-t-il d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Je lui tendis l'enveloppe contenant l'argent que j'avais réussi à récolter. Ce n'est pas suffisant. Mais c'est déjà ça. Il va falloir les retenir, gagner du temps. Il hocha la tête en détournant le regard. Je suis désolé, papa. Je sais que j'ai fait une erreur. Avant que je puisse répondre, on frappa à la porte. Mon estomac se serra. Jenna jeta un coup d'œil à travers le rideau. « C'est un livreur, dit-elle, la voix pleine de soulagement. Elle ouvrit la porte, signa pour un petit paquet marron et me le tendit. Pas d'adresse de retour, juste notre rue et notre numéro griffonné au feutre épais. Un effroi se forma dans ma poitrine. Ne l'ouvre pas, lui dis-je, mais Jenna l'avait déjà fait. À l'intérieur se trouvait une carte à jouer, la de pique. Une menace aussi ancienne que le monde. Tyler la vit et devint blanc. C'est un avertissement, dis-je doucement, pas un cadeau. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Chaque bruit extérieur, le grondement d'un camion, les aboiements du chien du voisin me mettaient les nerfs à vif. J'ai laissé la lampe du salon allumée, au cas où, et j'avais une batte de baseball à portée de main. Si ces types voulaient nous faire peur, ça marchait. Vers 2 heures du matin, mon téléphone a vibré à nouveau. C'était un numéro masqué. J'ai hésité, puis j'ai décroché. « Tu as un jour » dit une voix rauque. On a fini d'être patient. Ne nous fais pas revenir. La ligne a été coupée. Assise à la lueur de la lampe, j'ai pesé le pour et le contre. Impossible de réunir le reste à temps sans vendre la maison aux dépens de Tyree et Jenna. Peut-être même pas à ce moment-là. Le matin arriva, gris et froid. Tyler était déjà levé et arpentait la cuisine. « Qu'est-ce qu'on va faire » demanda-t-il. « On ne peut pas attendre qu'ils arrivent. »« Il nous faut un plan, dis-je, et pas seulement pour l'argent. » J'ai pris mon manteau et suis sorti pour m'éclaircir les idées. L'air printanier me piquait les joues, mais cela m'aidait à réfléchir. J'ai rappelé Choiry pour lui parler de la dernière menace. Il siffla doucement. « Tu es dans le pétrin, Miller. J'ai un ami dans la police d'État. Je vais leur demander s'ils peuvent passer surveiller ta rue ce soir. Mais avec ces gens-là, on ne peut pas se fier uniquement à la loi. Parfois, il faut être imprévisible soi-même. » En raccrochant, je me suis souvenu de l'avertissement du barman, « Il y a des serpents dans votre jardin. »
Il y avait quelque chose d'étrange dans la rapidité avec laquelle ces hommes avaient trouvé Tyler, dans leur connaissance de notre maison et de nos habitudes. Soit ils nous surveillaient depuis des semaines, soit un proche de Tyler les avait mis sur la piste. Je suis retourné à l'intérieur et j'ai regardé Tyler. Y a-t-il quelqu'un à qui tu as parlé, quelqu'un à qui tu as confié notre adresse, notre entreprise? Il secoua la tête, mais je perçus une hésitation. Juste mon vieil ami, Matt Foster. C'est lui qui m'a parlé de l'investissement. Il m'a dit qu'il s'était déjà retrouvé dans une situation difficile et que ses gars l'avaient aidé. Mais je ne l'ai pas vu depuis des semaines. J'avais pris note de demander à Cherry des nouvelles de Matt Foster. En attendant, nous avions établi un plan, rester ensemble, ne pas ouvrir la porte à moins de savoir qui c'était, et préparer Jenna à partir au pied levé. Même si j'essayais de les rassurer, je ne pouvais m'empêcher de me demander si notre véritable danger ne venait pas seulement des étrangers, mais des secrets que Tyler cachait encore. Ce matin-là, on avait l'impression de vivre au ralenti. Jenna allait de pièce en pièce, préparant un sac d'urgence pour elle, au cas où. Tyler était assis à la table de la cuisine, son café intact, les mains crispées sur son téléphone comme s'il pouvait en tirer le salut. J'essayais de faire comme si de rien n'était, réparant un robinet qui fuyait, rangeant le garage, tout pour ne pas perdre la tête. Vers midi, Charlie Woods a appelé pour donner des nouvelles. « Miller, j'ai passé l'ami de votre fils en revue. Matt Foster n'est pas seulement impliqué dans de mauvaises affaires, il a un casier judiciaire pour fraude et, l'année dernière, il a témoigné contre 2 individus de bas étage de l'équipe O'Malley. C'est un intermédiaire classique, il trahit n'importe qui pour l'innocenter. Mon cœur s'est serré. Alors, il a piégé Tyler? Très probablement. Il a probablement gagné de l'argent rapidement en transmettant les informations de votre fils. Si l'équipage est désespéré, il prendra tout ce qu'il peut, de n'importe qui. J'ai remercié Corey, la colère me tenaillant. J'étais furieux contre Matt, furieux contre les voyous, mais surtout, furieux contre moi-même de ne pas l'avoir vu plus tôt. J'ai essayé de me calmer, la rage d'un vieil homme ne servirait à rien, mais avoir les idées claires, ça le serait peut-être. J'ai réuni Jenna et Tyler dans le salon. Il faut qu'on parle, ai-je dit. Vous devez tous les deux savoir exactement ce qui se passe. Je leur ai parlé de Matt, des avertissements, de la proximité du danger. Les yeux de Jenna se sont remplis de larmes, mais elle a hoché la tête courageusement. « Qu'est-ce qu'on fait » a-t-elle murmuré. « On reste ensemble. »« On reste sage, lui ai-je dit. »« Et on garde une ligne ouverte avec la police. » Charlie a envoyé la police d'État surveiller notre rue, mais on ne peut pas compter sur l'arrivée des secours à temps. Tyler m'a regardé, la culpabilité et la peur dans les yeux. « Papa, je suis désolé. J'aurais dû te le dire plus tôt. Je n'aurais jamais dû faire confiance à Matt. » Je posai une main sur son épaule. On ne peut pas reculer. On peut seulement avancer. Le reste de la journée s'est déroulé dans le flou. J'ai réussi à vendre mon pick-up, une vieille Chevrolet bleue qui avait fait tant de voyages et de visites de quincaillerie, à un voisin contre de l'argent. Ce n'était pas suffisant, mais c'était déjà ça. Tyler a multiplié les appels, contactant des amis, d'anciens patrons et même quelques parents éloignés. Chaque conversation se terminait par la même promesse creuse, « Je vais voir ce que je peux faire. » Tard dans l'après-midi, alors que la pluie martelait les fenêtres, la sonnette retentit. Nous restâmes figés. Le visage de Jenna pâlit. Tyler s'approcha lentement de la porte, mais je l'arrêtai. « Je m'en occupe. » Je jetai un coup d'œil par le Judas, juste une camionnette de livraison. J'entr'ouvris la porte. « Colis pour M. Miller » annonça le chauffeur, levant à peine les yeux. Il me tendit une grande enveloppe, puis fit demi-tour et retourna d'un pas rapide vers sa camionnette. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait une seule note dactylographiée, tic-tac. Coucher de soleil demain. Pas de signature, pas d'adresse de retour. Juste une menace, froide et directe. Jenna serrait son sac, Tyler s'assit lourdement, le visage enfoui dans ses mains.
Je fixai le mot, l'ancienne combattante en moi refusant de montrer ma peur. S'il devait agir, ce serait bientôt. Ce soir-là, j'ai contacté Hank, le barman qui nous avait prévenus. Rien d'étrange chez vous, ai-je demandé. Hank a grogné, des inconnus ont demandé de vos nouvelles. J'ai dit que je ne vous avais pas vu depuis des semaines. Un type n'arrêtait pas de tripoter son téléphone, comme s'il enregistrait. Ils sont partis après quelques verres, mais j'en ai assez vu pour savoir, sois prudent, Miller. Il se prépare. Après avoir raccroché, j'ai essayé de me préparer à ce qui allait arriver. J'ai vérifié les serrures, caché l'argent à 3 endroits différents dans la maison et laissé un mot à Jenna, l'itinéraire vers le chalet d'un ami près de Pica, un endroit où personne n'aurait pensé à chercher. Peu après minuit, Tyler est venu me trouver dans le bureau. « Papa, a-t-il dit doucement, s'il arrive quelque chose si je ne surmonte pas cette épreuve, prends soin de Jenna. S'il te plaît. » Je l'ai regardé, mon fils qui avait grandi et s'était égaré, mais qui, au fond, était toujours le même enfant qui s'endormait sur ma poitrine pendant les orages. « Tu ne vas nulle part, Ti. On va surmonter ça ensemble. Mais tu dois me faire confiance et faire exactement ce que je te dis à partir de maintenant. » Il hocha la tête, les larmes aux yeux. Nous avons veillé tard, aucun de nous deux n'ayant envie d'aller se coucher. La maison semblait trop silencieuse, le monde trop dangereux. Je gardais ma cellule fermée, le cœur battant à tout rompre au moindre bruit extérieur. Je ne savais pas de quoi demain serait fait, mais j'étais déterminé, quoi qu'il arrive, à ne pas décevoir ma famille. Ni maintenant ni jamais. Le coucher du soleil tomba trop vite. Toute la journée ressemblait à l'attente d'un orage incessant, le ciel s'alourdissant d'heure en heure. En fin d'après-midi, j'avais verrouillé toutes les portes, tiré les rideaux et gardé ma vieille lampe torche et ma batte de baseball à portée de main. Jenna et Tyler restèrent avec moi dans le salon, les nerfs à vif. Dehors, le vent se leva, faisant vibrer les vitres. Chaque voiture qui passait me provoquait une poussée d'adrénaline. À 18h20, le téléphone de Tyler a vibré, un numéro masqué. Il l'a fixé, le visage blême. « Ne réponds pas, ai-je dit d'une voix sèche. Il a posé le téléphone sur la table, les mains tremblantes. 5 minutes plus tard, quelqu'un frappa. 3 coups brefs et secs. Tyler sursauta. Jenna me serra la main si fort que ça me fit mal. « Restez ici, leur dis-je. » Je me dirigeai vers la porte d'entrée et dis à travers le bois. « Qui est-ce? » Un instant de silence, puis une voix, basse et calme, « Livraison. » J'ai regardé par le Judas. Rien d'autre que l'ombre d'un homme en imperméable noir, casquette enfoncée. Je n'ai pas ouvert la porte. « Mauvaise maison, ai-je crié. Il attendit encore un instant, puis s'éloigna du moins, c'est ce que je croyais. Mais quand je regardai à nouveau, sa silhouette s'attardait toujours sur le trottoir, parlant dans son téléphone portable, les yeux fixés sur notre porche. À l'intérieur, la respiration de Jenna était saccadée. Tyler arpentait le couloir, les poings serrés. L'attente était le pire, comme être traqué, sachant que le danger était proche, mais pas quand il frapperait. Vers 7h15, Charlie Woods a appelé. « Miller, attention. Mon ami de la police d'État a repéré une camionnette suspecte qui tournait autour de chez toi, banalisée, sans plaque d'immatriculation, on dirait une vidéosurveillance. Restez tranquille. La patrouille est à 15 minutes. 15 minutes. J'ai eu l'impression que c'était une éternité. Les ombres s'allongeaient, la maison semblait rétrécir. Je me repassais sans cesse toutes les leçons de survie que j'avais apprises, faire confiance à son instinct, ne pas paniquer, toujours avoir un plan d'évacuation. C'est alors que je l'ai entendu, un craquement de pas par la fenêtre latérale. J'ai bougé doucement, faisant signe à Tyler et Jenna de se tenir à l'écart. Regardant à travers le rideau, j'ai vu 2 hommes qui longeaient la maison. Tous 2 portaient des vestes sombres à capuche, l'un d'eux tenant quelque chose qui ressemblait beaucoup à un pied de biche. Mon cœur battait fort tandis que je retournais à la cuisine,
attrapait la batte et composait le 911 sur haut-parleur. J'ai chuchoté la situation d'une voix ferme mais pressante. Le répartiteur m'a promis que les secours étaient en route. Du verre se brisa à la porte de derrière. Jenna halta, étouffant un cri. Tyler l'attrapa et la tira derrière le canapé. Je pris position près de la porte de la cuisine, l'adrénaline rajeunissant mes vieux bras. Le premier homme franchit la vitre brisée, pied de biche levé. Son regard balaya la pièce, calculateur. Je n'hésitai pas, je frappai ma batte avec force et rapidité, la frappant dans son avant-bras. Il poussa un cri et lâcha son pied de biche, mais le second était déjà sur moi, me poussant contre le comptoir. Des années de travail avec des outils lourds m'avaient rendu plus fort que la plupart des hommes de mon âge, mais pas autant qu'un voyou dans la force de l'âge. Nous avons lutté, il a asséné un coup qui m'a fait trembler la mâchoire, mais je l'ai déséquilibré et l'ai envoyé trébucher dans le réfrigérateur. L'espace d'une seconde, j'ai vu le visage de Tyler, la peur, la rage et autre chose. Il s'est relevé d'un bond, a attrapé le pied de biche tombé et a frappé l'homme qui m'attaquait. Le voyou s'effondra en gémissant. Le premier homme se précipita vers la porte, agrippé à son bras, et disparut dans la nuit. Les sirènes hurlaient au loin, de plus en plus fortes, se rapprochant. Jenna s'accrochait à Tyler, tous deux tremblants mais vivants. Je me tenais au-dessus du deuxième intrus, prêt à me battre, le sang battant à mes oreilles. Resté à terre, aboyai-je, cette voix qui autrefois permettait à un peloton de continuer à avancer malgré la tempête. Une minute plus tard, la maison était illuminée de lumière rouge et bleue. Les policiers ont fait irruption, armes au poing, et en quelques secondes, les deux malfrats étaient menottés et dehors sur le porche. L'ambulance a examiné ma mâchoire, contusionnée, mais pas cassée. Les policiers ont recueilli nos dépositions, ont fouillé la maison à la recherche de preuves et ont promis de garer une voiture à l'extérieur pour le reste de la nuit. Alors que l'adrénaline retombait, l'épuisement s'installait. Mais le plus grand soulagement fut de revoir Jenna et Tyler en sécurité dans les bras l'un de l'autre. L'espace d'un instant, le monde sembla à nouveau solide. J'avais protégé ma famille peut-être pas parfaitement, peut-être pas avec de l'argent ou des mots bien sentis, mais avec l'obstination et le combat qui m'avaient permis de traverser toutes les périodes difficiles. Charlie a rappelé avant minuit. « Tu as été bon, mon vieux. Vraiment bon. » Les flics ont récupéré le fourgon et ont trouvé un autre type à l'intérieur, il devait sûrement s'enfuir. Tous les trois sont connus pour être des associés de la bande d'O'Malley. Tu t'es fait du temps. Et d'après ce que j'ai entendu, tu as montré à ces voyous la méthode traditionnelle pour régler les choses. Je ris doucement, grimaçant à cause de la douleur à la mâchoire. Je ne suis pas sûr de pouvoir recommencer demain. Charlie rit. Espérons que tu n'auras pas à le faire. Mais tu as su te montrer à la hauteur quand il le fallait. Après le départ de tous, le silence revint dans la maison. Jenna prépara le thé, Tyler s'assit à côté de moi sur le canapé et, pour la première fois depuis des jours, je sentis le poids se lever. Nous avions survécu à la nuit, et avec l'intervention de la police, le pire était peut-être passé. Je les ai serrés tous les deux dans mes bras, ma famille, blessée mais intacte. Et je me suis promis que, quoi qu'il arrive, je serais prête. Le soleil se levait lentement sur notre petite maison délabrée, la lumière filtrait à travers les fentes des stores. Ma mâchoire palpitait, mes côtes me faisaient mal, et chaque muscle semblait être tordu dans un étau, mais j'étais réveillé, et ma famille était vivante. Jenna fut la première à se réveiller, marchant sur la pointe des pieds dans la cuisine, préparant du café comme n'importe quel samedi. Tyler était assis à table, le visage hagard, mais le regard clair pour la première fois depuis des semaines. Dehors, une voiture de police garée au ralenti le long du trottoir, les policiers à l'intérieur sirotant un café et observant la rue avec la patience inébranlable d'hommes ayant connu suffisamment de difficultés pour reconnaître les répliques. L'orage de la nuit dernière était passé, mais nous savions tous que des nuages pointaient encore à l'horizon.
Après le petit déjeuner, nous nous sommes assis ensemble dans le salon, silencieux, chacun sirotant une tasse de café comme si c'était la dernière chaleur du monde. Tyler fut celui qui rompit enfin le silence. « Je ne peux pas continuer à vivre comme ça, dit-il à voix basse. Je dois arranger les choses, pas seulement pour moi, mais pour nous tous. » J'ai regardé mon fils, je l'ai vraiment regardé. Pour la première fois, il semblait prêt, non seulement à affronter ses erreurs, mais aussi à se racheter. « Ça commence aujourd'hui, lui ai-je dit. On ne peut pas changer le passé. Mais comment tu vas avancer, c'est à toi de décider. » Tyler hocha la tête. Il appela Shirley pour lui demander de l'aider à contacter un procureur. Il nous dit, à Jenna et moi, qu'il témoignerait contre l'équipe d'O'Malley, partagerait tout ce qu'il savait sur Matt Foster, sur Russo, sur tous les noms qu'il avait entendus pendant cette pagaille. Ce ne sera pas facile, prévint Shirley, mais la justice est votre meilleure chance de prendre un nouveau départ. Et grâce aux preuves que vous avez fournies, ils seront ravis de vous protéger, vous et votre famille. Plus tard, un détective est venu à la maison. Il m'a serré la main, a écouté toute l'histoire et nous a proposé une protection des témoins si les choses tournaient mal à nouveau. J'ai lu la peur dans les yeux de Jenna, mais aussi sa détermination. Nous avions déjà assez perdu, peut-être qu'un nouveau départ, dans un nouvel endroit, était ce dont nous avions le plus besoin. Mais avant toute chose, Tyler voulait essayer d'arranger les choses. Il appela toutes les personnes à qui il devait de l'argent, leur expliqua la vérité et leur annonça l'intervention de la police. Certains crièrent, d'autres menacèrent, mais quelques-uns le surprirent par leur compréhension. Ceux qui lui prêtaient de l'argent n'étaient pas tous des criminels. Certains, réalisa-t-il, étaient tout aussi désespérés que lui. Nous avons passé la semaine suivante à nettoyer les dégâts, réparer la porte arrière cassée, rafistoler la fenêtre, jeter la lampe brisée et les serviettes tachées de sang. La vie n'a pas repris son cours normal du jour au lendemain. Il y a eu encore des appels de la police, d'autres questions d'avocats et de longues nuits où Jenna sursautait au moindre bruit. Mais petit à petit, les choses se sont arrangées. Un soir, assis sur la véranda, nous regardions le soleil se coucher sous les érables. Tyler s'est tourné vers moi. « Papa, m'a-t-il dit, si tu n'étais pas venu, si tu ne t'étais pas battu pour nous, je ne sais pas ce qui serait arrivé. » Je lui ai souri en lui tapotant l'épaule. « C'est ce que font les pères, Ty. Tu feras pareil si jamais tu en as l'occasion. On ne choisit pas les batailles, mais on décide si on se bat. » Jenna se pencha, les larmes aux yeux, mais la voix forte. « On avance. Quoi qu'il en coûte, on le fera ensemble. » Tyler a commencé à chercher un travail honnête. Je l'ai aidé comme je le pouvais, en appelant d'anciens contacts et en leur donnant un bon mot. Il a pris un emploi dans un entrepôt du coin, rien de prestigieux, mais stable. À chaque paie, il mettait un peu de côté pour rembourser les dettes qui n'étaient pas criminelles, et il envoyait le reste à l'État en dédommagement. Quant à moi, je suis resté avec eux jusqu'à ce que je sache qu'ils s'en sortiraient. Mes économies étaient plus maigres, mon corps était endolori, mais mon esprit était plus léger que jamais. Parfois, tard le soir, je sortais la vieille photo de Martha et murmurais « On a réussi, ma puce. Ton fils a encore une chance. » Le jour où j'ai fait mes valises pour rentrer à Chicago, Jenna m'a serré fort dans ses bras. « Merci, a-t-elle dit. Pour tout. » Tyler m'a raccompagné jusqu'à ma vieille berline, un sourire mêlé de fierté et de soulagement. « Reviens vite, papa. La prochaine fois, pas de soucis. Juste un barbecue dans le jardin et un peu de calme. » Je lui ai serré l'épaule, je suis monté au volant et j'ai contemplé la petite maison marquée, certes, mais toujours debout. Mon cœur souffrait de ce que nous avions perdu, mais il était gonflé par ce que nous avions sauvé. Alors que je m'éloignais, le soleil du matin perçant les derniers nuages, j'ai senti l'espoir monter dans ma poitrine, un rappel silencieux que même dans les tempêtes les plus sombres, la famille peut retrouver le chemin du retour.